Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti aussi de la France, parce que mes yeux s'ennuyaient. J'avais pas assez d'informations qui arrivaient. J'aime cette expression. Non, mais c'est vrai. Mes yeux s'ennuyaient et quand je rentre d'ailleurs, j'ai l'impression que mes yeux s'arrêtent ici parce qu'ensuite je vois plus au-dessus, soit par le brouillard ou d'autres choses, les nuages, et je vois plus au-dessus. Et j'ai une vision qui est très basse en France, alors que là, là on s'arrête jamais quoi, on s'arrête jamais. Et ouais, c'est ça, mes yeux s'ennuyaient vraiment beaucoup en France. Et ici, ils s'ennuient jamais parce qu'il y a des informations qui arrivent tout le temps. Et il se passe toujours des choses. Je suis aujourd'hui avec Christophe, on est à Marrakech. Je suis super content de pouvoir faire cette interview avec Christophe. Merci de m'accorder ce temps et bienvenue sur la chaîne. Bah écoute, merci Stéphane, c'est gentil en tout cas, merci. La première question c'était, c'est quand ta première fois au Maroc? Comment c'était? Ah, alors ma première fois au Maroc, il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais venu en vacances sur 3 villes, Marrakech, Rabat et Fès. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce pays, la première fois. C'était un voyage touristique? Ouais, c'était plutôt touristique, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de t'installer ici? Ah, alors ensuite, je suis venu chaque année pour faire des treks. Je descendais sur la vallée des Roses, vallée du Hemgoun, le Saro, donc je venais tous les ans pour marcher une semaine. Et ça a été assez révélateur, en tout cas pour moi, venir m'installer dans ce pays. Voilà, donc j'ai découvert ce pays de manière un peu plus importante à travers ces treks. Voilà. Ouais. Moi aussi j'adore la randonnée, partir en montagne. C'est quoi qui te plaît dans les environnements, les paysages du Maroc? Ouais. Ah, dans les environnements, essentiellement la montagne. Ouais. Voilà, la montagne, le désert bien évidemment, mais je suis assez proche de cet environnement de la montagne. Ouais. Ouais, je m'y sens en plus extrêmement bien. Je m'y sens bien. Voilà. Et le moment où tu as pris ta décision, est-ce que tu as déjà un projet en tête? C'était comment au niveau de ta réflexion? Alors non, ça s'est pas fait de manière aussi rapide que ça. Bon, moi j'avais un job très confortable en France. Et puis il y a en 2014, je crois, et un petit peu avant, on a été racheté par des investisseurs, des fonds financiers. Et puis, donc ce travail qui était somme toute confortable, hyper intéressant, est devenu désagréable. Voilà. Et à ce moment-là, bon, j'étais plus très bien à ma place, donc je me suis fait accompagner. J'ai eu une année d'accompagnement. Et puis de là, bah, il y a eu tout ce changement qui a été mis en place pour apprendre un nouveau métier et puis arriver sur ce pays. Voilà, voilà comment ça s'est fait. Bon, ça a été un petit peu long, hein. La transformation a été de 3 ans quand même. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà. Et à partir de là, bah, tout s'est mis en place, la création de la société, et c'est arrivé il y a maintenant 4 ans et demi. Ok. Voilà. Et ce nouveau métier, tu l'as appris en France ou ici? Ouais. Alors je l'ai appris en France parce que ça fait partie de cette phase de 3 ans de transformation. Ouais. Donc quand j'ai décidé de quitter mon ancien métier, j'ai intégré la fac de Dijon où j'ai appris ce métier pendant une année, donc de coach et de préparateur mental. Voilà, donc ça s'est fait en France. Ça s'est fait en France. Tu peux nous en dire plus sur cette activité? En quoi ça consiste exactement? Ouais. Alors aujourd'hui, donc on a installé ce centre d'accompagnement donc à Marrakech où on accompagne des gens à vivre mieux, à être plus heureux, à être des gens libres, etc. Et notre particularité, c'est qu'on le fait avec le cheval. Voilà, donc le cheval, on utilise cet animal comme miroir de son estime, de ses émotions et de son ou ses énergies. À partir de là, donc on accompagne des gens sur des thématiques qui sont très variées. En fin de compte, ça va du stress jusqu'à choisir une nouvelle vie, par exemple. C'est des sujets aussi qu'on accompagne. Ça peut être des femmes et des hommes battus, des femmes et des hommes violentés. Ça peut être des gens en situation de handicap. Ça peut être aussi des entreprises sur tout ce qui est leadership, etc. Et tout ça, donc on le fait avec le cheval. Essentiellement avec le cheval, un peu avec la montagne aussi, mais essentiellement avec le cheval. Comment ça se passe avec le cheval, pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors, le cheval, on utilise le cheval comme miroir. Alors, c'est d'abord un animal que je connais bien, donc je récupère toutes ces informations parce que
culturellement et dans ma famille, il y avait des chevaux. Mon père était éleveur de chevaux. Moi, j'ai été compétiteur pendant plus d'une vingtaine d'années en France. Et puis, j'ai pas mal voyagé dans différents pays du monde et à chaque fois, il y avait le cheval. Et y compris en Afrique où j'ai été observer les zèbres pendant pas mal de temps pour comprendre bien évidemment tout cet effet miroir, voilà, ou cette notion d'animal dans le troupeau, cette notion d'animal guide, etc. Et donc aujourd'hui, je récupère toutes les informations que me renvoie le cheval, tous les signes que me renvoie le cheval. Ça peut être un signe d'oreille, ça peut être le clignement d'un œil, ça peut être sa bouche qui va bouger, ça peut être son membre qui va bouger de manière différente, ça peut être sa queue, etc. Donc toutes ces informations, je les récupère parce que je le comprends. Et à partir de là, donc, j'accompagne des gens sur ces 3 choses extrêmement importantes, comme je te l'ai dit, l'estime, l'émotion et les énergies, pour qu'ils aient confiance. Voilà. Donc en fin de compte, j'observe quasiment pas la personne, parce que c'est le cheval lui fait complètement miroir, et à partir de là, je récupère toutes les informations. Voilà. Et là, moi, je peux accompagner la personne en coaching. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et à terme, alors ça c'est un deuxième travail, mais je pense qu'on va y arriver. Enfin, ça fait partie de mon apprentissage. Que j'ai, voilà Mimi, ça c'est le chat de la maison, et à terme dans quelques temps, bon il faut que je puisse continuer cet apprentissage, mais je vais être capable de rentrer complètement en communication avec le cheval et lui parler, et le cheval va me répondre. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Je pensais à cette question. Ouais, ça c'est la prochaine étape. Ça s'est déjà passé, c'est une chose absolument incroyable. J'étais moi-même surpris de pouvoir rentrer en communication avec un cheval. Mais voilà, il faut que je m'entraîne maintenant. Et donc on aura d'une part tous ces signes que nous renvoie le cheval, et je pourrai en plus communiquer avec lui. Voilà comment ça va se passer à terme. Enfin, voilà comment ça se passe déjà, mais comment ça va se passer à terme. Ouais. Et j'aimerais que tu me parles de la relation entre les Marocains et les chevaux. Comment tu peux nous parler de ça en ayant observé certaines choses? C'est une bonne question, Stéphane. Tu veux que je te réponde quoi? C'est une question délicate que tu me poses, Stéphane. Okay. Je ne vais pas répondre complètement à cette question parce que... Sinon, je peux la formuler autrement. Parce que, encore une fois, elle est délicate. Alors, d'une part, le cheval, c'est l'animal roi au Maroc. Voilà, ça c'est très clair. Ensuite, et comme tu le vois tous les jours dans les rues de Marrakech, il y a une vraie problématique de la santé animale dans ce pays, du confort animal. Voilà. C'est la seule chose que je puisse te répondre. Oui, pour tous les animaux. Exactement, pour tous les animaux. C'est une réelle problématique. Malheureusement, on la constate. On essaie de faire des choses de temps en temps, mais il y a tellement de choses à faire, quoi. Voilà. Des animaux malheureux, on en voit tous les jours, et toi le premier. Des animaux malheureux, des chevaux qui sont complètement boiteux et qui tirent des charrettes, on en voit tous les jours. Des chevaux qui ont faim, on en voit tous les jours, et voilà. Ça, c'est pour ça qu'il m'est difficile de répondre à cette question, Stéphane. Maintenant, oui, c'est l'animal roi, il l'aime. Le respecter, oui, dans certaines sphères, ouais, bien évidemment, il le respecte, et puis dans d'autres, pas du tout, quoi. Voilà. Je le vois aussi avec les chiens. Ouais, moi, je suis plus avec les chiens. Que souvent, les Marocains ont peur des chiens, alors c'est juste une incompréhension de l'animal, puisqu'un chien de base n'est pas méchant. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a ça aussi avec les chevaux? Est-ce qu'il y en a qui en ont peur au début et puis qui le découvrent avec toi? Alors oui, qu'il soit marocain ou pas d'ailleurs. Hein. Ouais. Je reçois beaucoup de personnes qui ont peur des chevaux. Voilà, mais ça fait partie aussi de mon travail, de les accompagner à ne plus avoir peur. Ouais, on en reçoit pas mal, Okay. Mais ils viennent quand même nous voir parce que cet animal représente la force, la puissance, etc. Donc ils souhaitent tout de même travailler avec lui, même s'ils ont peur, et on arrive plutôt bien à gérer cette peur. Donc là, tu accompagnes beaucoup de personnes. J'aimerais savoir quel est l'impact que tu souhaites avoir sur tous ces gens dans leur vie. Comment tu le vis et Quel est l'impact que je souhaite avoir sur ces gens, sur leur vie? Bien évidemment, je souhaite qu'ils changent et qu'ils soient heureux. C'est mon premier objectif. C'est celui-ci. Que la transformation puisse se faire et que demain, toutes ces problématiques qu'ils ont puissent disparaître et qu'ils soient des gens heureux. Et ça me satisfait. Ouais. Ça me rend très heureux aussi. Ça me rend très heureux. Et le processus, tu apprécies aussi tout ça?
Le processus, c'est-à-dire? L'accompagnement du point A au point B. Ah ouais, bah ouais, sinon je ferais pas ce métier, Stéphane. Je ferais pas ce métier, mais ouais, bien évidemment, hein, les gens arrivent avec une problématique ou pas du tout, hein. On a aussi des gens qui arrivent et qui disent, bah voilà, moi je suis heureux, mais je vais être encore plus heureux. Et ça arrive. Et toutes ces choses, ben, on les accompagne. Donc bien évidemment, le processus me convient, l'accompagnement me convient, la transformation me convient. Et quand les gens repartent et qu'ils sont heureux, bien évidemment, ça me convient. Ça me rend très très heureux. Ouais. Et sans citer de nom, est-ce qu'il y a une transformation qui t'a plus marqué qu'une autre, que tu pourrais expliquer? Une transformation qui m'a marqué plus qu'une autre. Ou un accompagnement? Alors, non, parce que tous ces accompagnements sont passionnants. Par contre, je vais te raconter une petite histoire qu'il s'est passé avec un cheval. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai encore des frissons d'ailleurs. Parce que tous les coachings sont passionnants. J'ai pas de coaching qui ne sont pas passionnants en fin de compte. Mais une chose assez incroyable qui s'est passée, une journaliste de la télévision française, France 3, est venue et elle avait été plusieurs fois gazée sur ces périodes des gilets jaunes en France. Ah ouais. Et donc elle est arrivée dans un état qui n'était pas très bon. Et puis le dernier jour, elle souhaitait travailler une chose qui était très importante pour elle, c'est qu'avec ce qu'il s'était passé, elle n'arrivait plus à raconter d'histoire à son fils lorsqu'il s'endormait le soir. Et c'était très embêtant pour elle. Et donc je lui dis, bah ok, on va bosser ça avec un cheval. Et puis on a un cheval qui donne beaucoup d'amour. Voilà. Et donc je lui dis, bah, on va travailler ça avec ce cheval. Et puis donc elle commence à être dans la carrière là, et à raconter l'histoire. Et quand elle a eu raconté l'histoire de manière très claire, avec beaucoup d'émotion, etc., le cheval est venu lui faire un bisou ici. Il est venu l'embrasser ici dans le cou. Et c'était gagné. Voilà. Ah. Alors des petites anecdotes comme ça, il y en a plein, mais celle-ci, je crois qu'elle m'a profondément touché. Et puis c'est aussi ce qu'on utilise dans le cheval, hein. C'est toute sa magie. Voilà, le cheval a bien compris là où il devait emmener cette personne, quand est-ce qu'il pourrait lui faire le bisou, donc il lui a fait, c'était assez magique. Ouais, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Et ouais, je peux te raconter aussi, par exemple en montagne, hein, on a accompagné une jeune fille qui s'était fait violer 2 fois. Et elle avait plus de voix, plus du tout. Et pourtant, elle avait une merveilleuse voix. Une voix absolument splendide. Et donc on l'a emmenée en montagne et il y a un endroit où l'écho résonne très très fort. Et elle a chanté une chanson de Linda Lemay et elle a découvert sa voix et c'était magnifique, merveilleux. Voilà. Wow. Et ça, c'est des vraies réussites. Ouais. Voilà. Enfin, j'en ai d'autres, mais ouais, c'est des moments pleins de frissons en tout cas. Voilà. Et l'activité au Maroc, elle a commencé quand exactement? Alors elle a commencé il y a maintenant 4 ans et demi. Okay. Alors, il nous a à recevoir des clients 4 ans, puisqu'il nous a fallu à peu près 6 mois pour stabiliser les chevaux, qu'ils puissent devenir, je ne dis pas utilisables parce que je n'utilise pas un cheval, moi, ils sont d'abord mes partenaires. Ouais. Donc pour que le cheval puisse être mon partenaire d'accompagnement, il a fallu 6 mois pour les habituer, parce qu'ils avaient été utilisés pour d'autres raisons avant, donc des sensibilisations au niveau de la main, au niveau de l'approche, etc. Travailler sur des massages énergétiques aussi pour les mettre en forme. Et ça, il nous a fallu 6 mois à peu près. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on a commencé l'activité. Okay. Ouais. Par rapport à faire cette activité au Maroc, est-ce que tu as eu des doutes, des complications au début, des moments plus difficiles? Alors des doutes, non, jamais. Peut-être sur moi, à me dire, mais est-ce que je suis vraiment crédible à faire de l'accompagnement, puisque je sortais de la fac. Voilà, c'est le seul doute. Puis à un moment, je me dis, mais non, il n'en est pas question. Il n'est pas question que j'ai ce doute, donc on y va. Ouais. Donc non, pas de doute. Des complications, aucune. Très franchement, aucune, parce que... C'était fluide. Ouais, y compris dans la mise en place de la société, etc. Et des process qui ont suivi. Voilà, quand on fait les choses bien, enfin tu le sais, hein, quand on fait les choses bien, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas d'ailleurs. Et ça s'est fait. Tu avais peur un peu ou pas du tout? En arrivant ici? Ouais. Non, absolument pas. Okay. Et pourtant, hein, comme toi, je suis arrivé avec mon sac à dos, 4 slips, 4 paires de chaussettes et une feuille blanche. Hein. Et rien. Et non, j'ai jamais eu peur.
pour moi, la peur, c'est pas la réalité, hein. C'est mon imagination qui se met en route et qui me donne cette peur, alors que la réalité, elle est pas du tout d'avoir peur, hein. Absolument pas, en tout cas en ce qui concerne ce projet et d'autres choses, hein. Non, j'ai jamais eu peur, non. Et j'aurais pu peut-être avoir peur parce que ben, en France, j'ai tout vendu, j'ai quitté un poste où effectivement ben, je gagnais extrêmement bien ma vie. Mais voilà, les conditions de vie sont bien plus agréables ici et ma santé est très heureuse aussi. Voilà. Mais tu sais, ça, je pense que ça peut beaucoup aider ceux qui vont s'installer. Ouais. Dans quel état d'esprit tu es au moment d'arriver, au moment de préparer ton projet? Ouais. Ça peut aussi impacter la suite de ton aventure. Si tu es rempli de Ouais, peur et que ouais, c'est clair. tu Ouais. un peu... Ouais, ouais. Alors, j'ai jamais eu peur, encore une fois, parce que c'était très organisé, hein. C'était hyper organisé. Même si je suis arrivé avec mon sac à dos, je savais que l'arrivée était quand même très organisée, hein. Très, très organisée. La fac, ensuite je suis parti travailler à Londres quelque temps parce que j'avais aussi besoin d'être mis dans un milieu où la diversité était assez importante. Parce que quand on arrive ici, on est en plein dans la diversité, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Des couleurs, de la musique, des odeurs, de l'alimentation, de la population. Et, Tout est différent. ouais, tout est différent. Donc je suis aussi parti à Londres quelque temps pour bosser là-bas. Donc je suis arrivé ici, en tout cas, j'étais très solide. Ouais. Ouais, ouais. Mais pas de peur, non, jamais. Non, j'étais plutôt solide, je crois. Ouais, franchement. Ouais. Donc ton activité a grandi. Puis le Covid est arrivé. Il fallait bien un obstacle. Hein. Et il est toujours là. il est toujours là. Ouais. Comment tu as vécu en tant que, comme moi qui travaille dans le tourisme, donc une personne qui est en plein dedans, comment tu as vécu ce choc et ce... Ouais, c'est un choc. Hein. Alors, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, donc 6 mois pour stabiliser les chevaux pour qu'ils puissent devenir mes partenaires. Une année prospection, développement, etc. Et puis deuxième année et demie, donc une année pas pleine mais pas loin en tout cas. Et tout s'annule parce qu'effectivement en février, les frontières se ferment et Covid. En plein décollage. Et là on se dit, ouais, puisque j'étais quasiment plein de mars à septembre-octobre. Voilà, c'était plein. Donc déjà j'étais très heureux qu'au bout d'un an et demi, bien évidemment, l'activité soit pleine, parce que c'est quand même pas très simple. Oui. Et puis février, fermeture des frontières, et là on se dit bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc on a 3 mois de confinement, c'est ça, hein, je crois. Bon voilà, le temps passe et on laisse faire parce qu'on n'a pas grand-chose à changer, en tout cas ce qu'il se passe. Et puis ensuite, alors je m'en suis plutôt bien sorti parce que pendant ces 2 années, j'ai réussi à travailler avec une population du pays. Et pendant 2 ans, j'ai complètement réussi à stabiliser l'activité avec la population de ce pays, avec des gens de nationalités très différentes. Et puis un développement sur Casa et sur Rabat aussi. Donc pendant 2 ans, j'ai réussi à stabiliser l'activité. Donc très franchement plutôt serein. Plus du tout depuis 1 mois, depuis la fermeture de nos dernières frontières, parce que là plus rien ne se passe. Mais voilà, on ne cesse de mettre en place des projets tout de même, parce qu'on espère bientôt que les frontières vont réouvrir, quoi. Mais voilà, je garde tout de même l'envie de continuer sur ce pays, ouais, parce qu'on y est bien. Ouais. Mais effectivement, depuis 1 mois, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Donc voilà. à la base, ta clientèle est plutôt de l'étranger. Ouais. Là, tu as réussi à t'ouvrir au marché local, oui, ouais. puisque beaucoup n'ont pas réussi, dont moi par exemple. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement et c'est quoi la différence en type de client? Ouais, parce que c'est dit la vérité, j'entends tout le temps des gens qui me parlent de ça, dire les Marocains qui ont de l'argent ou qui peuvent se permettre ça sont très exigeants. Moi je ne l'ai pas vécu donc je ne peux pas te dire, mais est-ce qu'il y a eu... Alors, l'exigence, elle est là, mais comme toutes les personnes. Voilà. Elle est là, Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a une autre dimension qui rentre dans mes accompagnements, qui n'est pas avec des gens qui arrivent d'autres pays, y compris la France, Belgique, Suisse, etc. C'est qu'on a aussi une dimension religieuse.
dans les accompagnements. Ok. Voilà. Ça, c'est la différence. Tu peux l'expliquer? Alors, je connais pas beaucoup cette religion, mais en tout cas, j'accepte qu'elle puisse être là pendant mes accompagnements, parce que ça fait partie de leur fonctionnement. J'accepte qu'elle soit là, et ça donne une autre dimension à l'accompagnement. Voilà, ça c'est une grande différence pour moi, avec les purs Marocains. Ensuite, te dire que c'est une clientèle exigeante, oui, mais comme les autres. Voilà. Oui, ils discutent sans cesse des tarifs, parce que ça c'est très culturel, Ouais. mais je ne cède pas. Voilà. Et quand on souhaite changer, on ne discute pas le prix. Ouais. Voilà, ça n'a pas de coût, donc on ne discute pas le prix, donc comme ça je suis tranquille. Un peu plus volatile, ça c'est très clair. Voilà, c'est évident. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une très bonne clientèle. Bon, pas très simple à avoir, hein, parce que l'accompagnement assisté par le cheval, ils ne connaissent pas, donc il faut d'abord bien leur expliquer. Ouais. Et c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, puisqu'on est les seuls au Maroc. Hein. Valider. Ça c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui font des choses comme des gougnafiers, mais en tout cas, nous, on est bien validés par des écoles, etc. Et ça, j'y tiens, en tout cas. Mais ouais, il faut d'abord qu'ils comprennent bien pourquoi le cheval est capable de les accompagner. Et ça, c'est une phase un peu compliquée pour eux. Alors en Europe, aux États-Unis, etc., c'est très développé, mais ici, le cheval, ça tire d'abord une charrette. Donc comment comprendre qu'il peut aider à aller mieux? Alors ça, c'est mon job. Voilà, ça, c'est une autre difficulté, mais sinon, très clairement, j'ai pas de difficulté à travailler avec ces gens-là. Non, non, non. Et est-ce que ça t'a aidé à avoir encore une meilleure compréhension du Maroc et de la population, de travailler plus avec les locaux? Alors, il y a une chose sur laquelle je travaille beaucoup en bossant avec eux, c'est la flexibilité. Oui. Parce qu'il faut l'être de manière considérable. Voilà, parce que c'est des gens, voilà, encore une fois, pas toujours très réguliers dans leurs actions et dans ce qu'ils font. Donc je vais presque dire que c'est moi qui ai bien plus bossé qu'eux sur cette notion de flexibilité, je crois. Ça t'a fait évoluer. Ouais, et je ne cesse de le faire d'ailleurs, parce que sinon c'est pas toujours très simple. Ouais. Et c'est quoi les grandes leçons que tu as apprises de cette crise qu'on vient de vivre? Les grandes leçons. Alors, je vais d'abord passer par le fait à quoi elle m'a servi. Elle m'a servi à me recentrer sur ce pays, chose que je n'avais pas du tout prévue. Parce que pour moi, en m'installant ici, c'était d'abord faire venir des gens de l'extérieur. C'était très clair pour moi. Et j'avais pas du tout l'intention de bosser avec les gens de ce pays. Et en tout cas, ce Covid m'a permis, d'une part, de me recentrer sur ce pays et donc de travailler avec cette population. Voilà, ça c'est la grande chose de ce Covid. Ensuite... c'est génial. Tu m'étonnes. C'était pas du tout prévu d'ailleurs. Ouais, félicitations. Ouais. Et puis, voilà, de se positionner aussi sur une ville comme Casa, de bientôt se positionner sur une ville comme Rabat, etc. C'est des choses qui n'étaient pas du tout prévues, hein, du tout. Alors ça, c'est très personnel, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi pendant ces 2 années. Voilà. Et ouais, ça a été, et je continue, ça a été pas très simple, difficile, mais chouette. Voilà, et nécessaire pour accompagner des gens, donc j'en ai profité pour le faire aussi. Voilà. Quelle autre leçon? Bon, écoute, je crois que la plus grande, ça a été de se repositionner sur ce pays avec ces gens. Ouais. Sinon, leçon, je sais pas, qu'est-ce que tu peux entendre par leçon, Stéphane? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? On dit toujours que les difficultés qu'on rencontre sur son chemin nous rendent plus forts, tu vois. Donc, ouais. c'est un peu ça là qu'on a vécu ces 2 dernières années, à vivre dans une certaine incertitude, à apprendre à vivre plus au jour le jour, peut-être pour certaines personnes. Alors, je vais pas parler de difficultés parce que j'en ai pas réellement eu. Ça a été plutôt se repositionner en permanence, se poser les bonnes questions en permanence pour continuer. Pas de difficultés, mais se repositionner en permanence. Comment se repositionner par rapport à ce qu'il se passe? Ce qui n'a pas été en soi des difficultés. C'était, voilà, comment je dois faire, comment je dois me repositionner, dans quel secteur je dois aller, etc. Et ça n'a pas été des difficultés, c'était des choses qu'il fallait mettre en place, quoi. Donc, mais des difficultés, oui, depuis un mois, on est dans la difficulté. Maintenant, tu le ressens. Ouais, parce que je ne l'ai jamais senti.
Ouais, on est dans la difficulté, on est dans l'insécurité, on peut avoir peur. Voilà. Là, on peut avoir peur en ce moment. Mais voilà, on va espérer Alors, que nos frontières ouvrent. quand la vidéo sortira, Ouais. on espère que les frontières s'ouvrent T'as raison. d'ici 2 semaines comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On va espérer. Ouais. Ok. C'est quoi ton grand défi, ta montagne à escalader en ce moment, en dehors de ça? Ma montagne à escalader en ce moment, Ouais. mon grand défi, projet sur la société ou qu'est-ce que tu Tout ce veux? que tu veux. Mon grand défi, d'une part de stabiliser l'activité, bien évidemment. Ouais. Notre centre de formation, puisqu'on va passer centre de formation. Et puis franchiser le concept. Voilà, ça fait partie de nos projets. Tu peux détailler? Oui, bien sûr. Donc on est sur les process là en ce moment hein, pour former des coachs à pouvoir assister leurs clients avec le cheval. Voilà, donc là je vais être accompagné par une autre personne qui est les comportementalistes équins qui rentrent des États-Unis. Donc on aura 4 jours de formation et dans le process il y aura une partie éthologie et puis ensuite coaching individuel et entreprise. Voilà. Donc ça on est sur les process et dès que ça s'est posé on va franchiser le concept, c'est-à-dire que une personne pourra s'appeler Horse Connect Concept sous condition d'être franchisé avec des conditions de formation, des conditions de coaching, des conditions de communication, etc. Voilà. C'est toi qui vas les former? Ouais. Et ça on est c'est pareil, on est sur le process. Ensuite, ma montagne la plus haute à franchir, ouais, l'Everest, j'aimerais bien. Ouais. J'ai déjà fait des 5000 en Inde, mais l'Everest, pourquoi pas, ouais. Toi, tu es un vrai amoureux de la montagne Ouais. et des Ouais. randonnées. Ouais, ben c'est déjà c'est aussi mon histoire. Hein. Mes parents étaient exploitants agricoles en France, donc forcément la nature, je suis proche de la nature. Et puis j'ai pas mal fait de montagne. Ouais. J'ai plusieurs fois fait l'Himalaya. J'ai fait des montagnes un peu sympas. Ouais. Donc je suis proche de cet élément. Ouais. Ouais, c'est un élément qui me touche. Et puis ici, par exemple, hein, Imlil, on a des énergies qui sont merveilleuses dans cette montagne. C'est un endroit magnifique, c'est beau, les énergies sont bonnes, on y est très bien, quoi. On y est bien. Ouais. Et puis dans ces temps un peu mouvementés, ça fait du bien de repartir en montagne. Hein. On y est bien en tout cas. Puis c'est très calme. Là. Ouais, mais c'est un élément important. Ouais. Donc tu sais Christophe, là cette vidéo, ça va être surtout pour des personnes qui ont envie de s'installer au Maroc, de vivre ici, d'entreprendre ici. Il y a un gros dossier quand tu veux t'installer au Maroc, c'est d'obtenir ta carte de séjour. Comment ça s'est passé pour toi et comment l'as-tu obtenu? Si tu peux nous parler un petit peu de cette histoire. Ça s'est bien passé, Stéphane. Ça s'est bien passé. Dis-nous en plus. Alors je vais t'en dire plus. À partir de combien de temps tu as... Ouais, alors la première année, c'est pas possible de l'avoir. Enfin, en tant que société, hein. En tant que particulier, je crois que c'est un peu différent. Mais en tant que société, la première année, il n'est pas possible de l'avoir puisqu'il faut une année d'exploitation et présenter un bilan. Voilà. Ensuite, il y a une procédure à suivre. On nous donne un polycopier avec différentes choses. Ça va être un contrat de location d'appartement ou un titre de propriété, un casier judiciaire. Bilan de la société, qu'est-ce qu'il faut d'autre encore? Enfin, il y a quelques pièces à fournir, tous les statuts de la société, etc. Et puis une certaine somme d'argent et un compte personnel et un compte société. Alors soit c'est un compte personnel marocain ou soit c'est un compte transitoire sur lequel on fait transiter de l'argent d'un pays extérieur. Un compte convertible. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors on a la chance, nous, de pouvoir déposer nos dossiers à la gendarmerie, là, et c'est la gendarmerie qui gère tout, donc ça c'est vachement bien. Ouais. Et donc on ne fait pas la queue à la préfecture pour savoir si on a notre dossier ou pas. Et puis donc s'ils sont d'accord, on a un papier blanc qui nous est délivré avant cette carte. Et je crois que la carte, on l'a 2 mois après, il me semble. Voilà. Ensuite, hein, quand le dossier est bien fait... ça fait déjà 2 fois. Là, je la redemande en juin pour, j'espère, 10 ans. Parce que là, j'étais sur 3 ans. Et
Voilà. Ce qui peut être un peu embêtant, c'est effectivement avec ce Covid, comme on n'a plus beaucoup de clients, Ouais. qu'ils se disent bah, la société n'est pas suffisamment rentable ou je sais pas quoi. Ouais. Et voilà, ça c'est ce qui peut effectivement me pêcher. Mais je sais pas, voilà, c'est peut-être une supposition que j'ai qui sera pas réelle en tout cas, donc je sais pas ce qui se Donc passe. la première carte, tu l'as eue pour 1 an Ouais, et la deuxième pour 3 ans. 3 ans. Ok. Et là, je vais être soit sur 5 ans ou sur 10 ans, je sais pas comment ça va se J'espère passer. 10. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Ah, mais quand on l'a, on est heureux, on est comme un gosse. Hein. Moi, j'étais hyper content. Bah, moi, ça fait des années que j'attends. Hein. J'étais hyper content, j'avais l'impression d'avoir mon jouet dans ma main et de dire ça y est, c'est bon quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, ça évite. Alors, ça, ses avantages, bien évidemment. Hein. Ça n'a pas d'inconvénients, en tout cas, j'en ai pas vu. Ça a plutôt des avantages, comme effectivement ouvrir un compte au Maroc, par exemple. Un compte pas convertible. Ouais, un compte marocain. Ouais. Ça permet d'avoir une complémentaire santé, par exemple, parce que la complémentaire santé demande à avoir un compte marocain. Ça permet de ne pas partir tous les 3 mois, y compris sur cette période du Covid, parce que sinon on est amendable. Ça semble être assez incroyable, mais je crois que tu connais bien ça. Bah, je vais devoir y retourner encore au tribunal. Bah voilà, alors ça me semble être absolument incroyable, mais voilà, ça a ses avantages. En tout cas, il n'y a pas d'inconvénient, et puis moi je trouve que c'est une bonne chose, et puis ça me permet d'être aussi bien dans ce pays, quoi. Voilà, je sais pourquoi je suis là. Je pense à partir du moment où tu as quand même de l'argent sur les comptes et que tu donnes tous les papiers, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit refusé. Donc, je pense pas. Il faut juste respecter la procédure. Ouais, c'est tout. Hein. Et puis quand elle est respectée, tu fais le dossier, tu rentres chez toi, tu fais le dossier, tu le déposes à la gendarmerie se débrouille. Voilà, et tu t'attends. Voilà. Et pour l'assurance santé, est-ce que tu as pensé à ça avant d'arriver au Maroc ou comment ça s'est passé? Ouais. Alors pendant une année, ma première année où j'étais ici, j'étais encore assuré social en France, puisque j'étais toujours imposable en France. Et après cette année, donc je n'étais plus assuré. Et très rapidement, je me suis renseigné pour prendre une assurance santé. Et j'en ai une depuis 4 ans maintenant. Et ça fonctionne super bien. La seule chose, c'est qu'on est obligé d'avancer nos frais. Mais généralement, 2-3 semaines après, c'est payé. Et je suis couvert sur la totalité de mes frais à la hauteur de 90%. Voilà. Et très franchement, en termes de soins, en tout cas ici à Marrakech, on a des vraies compétences. Il y a des gens qui sont très bons pour les soins. Je rentre même plus en France pour avoir des soins, parce que j'ai toutes les compétences ici. Je pense qu'il y a le même niveau qu'en France, et on peut les atteindre beaucoup plus rapidement. Ah, le lendemain. En France, c'est 6 mois ou 1 an. Ouais, ici tu peux avoir un rendez-vous le jour même ou le lendemain. C'est dingue. Ouais, mais il y a des vraies compétences ici. Toutes les spécialités. Ouais, tout, ouais. Non, on est plutôt bien lotis à Marrakech. C'est quoi les autres avantages pour toi de vivre au Maroc? Le soleil. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, le soleil. Alors les avantages et les conséquences. Les conséquences, c'est ma santé qui va extrêmement bien. Ouais, ça c'est là. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Ça joue, hein. Ouais. La lumière, le soleil, l'environnement. Ouais. Ça n'a pas de prix. Voilà, j'ai jamais eu une aussi bonne santé. Jamais. Donc c'est une des raisons pour laquelle je veux continuer à vivre ici. C'est parce que ma santé est bonne ici. Le soleil, les produits que l'on consomme, ils sont bien meilleurs. Le rythme de vie, bien évidemment, n'est pas le même. Hein. Quand on bosse à Paris, ici, le rythme de vie est très différent. Le stress n'est pas du tout le même. Enfin, il y a tellement de choses de différentes, quoi. Et tout ça, bien évidemment, a une incidence considérable sur ma santé qui va très bien. Voilà. Avant, tu avais une moins bonne santé? Ouais. Ok. Ouais, c'était un peu... Il y avait des hauts et des bas, mais ici, il n'y a que des hauts, je trouve. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, non, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Et là, en ce moment, on est à une dizaine de kilomètres de Marrakech. Tu t'es habitué au climat de Marrakech l'été? Ouais. Parce que ça peut faire peur aussi, ça. Ouais, alors la première année, ça a été compliqué. J'ai le palpitant qui s'est un peu agacé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même dû consulter parce que je commençais à être inquiet. Ouais, il faut une bonne année pour s'habituer au climat. Une bonne année. Et puis ensuite, ça gère. Hein. Quand on a 50 degrés, il faut le gérer.
Voilà, donc on sait que on ne doit pas être au soleil de 8h jusqu'à 16h, donc on se met à l'ombre. On se lève tôt. Voilà, on se lève tôt, on se lève à 5h ou 6h du matin pour s'occuper des chevaux par exemple. Et puis c'est pareil, le soir on va retourner dehors vers 17-18h par an. Et puis on finit par plus gérer le froid surtout. Enfin le froid maintenant pour nous c'est 15 degrés, mais on le gère quasiment, enfin on le gère pas très. C'est froid pour nous maintenant quoi. 15 degrés, on a un sous-pull, on a un pull et presque un anorak. Parce que effectivement on est habitué à ces grosses températures quoi. Ouais. Ces températures assez importantes. Mais non, la première année oui c'est difficile, mais ensuite non pas du tout, absolument pas. Non. Et un petit mot sur l'intégration au Maroc en tant qu'étranger. Est-ce que tu as appris la langue locale? Comment tu te sens avec les Marocains? Est-ce que tu te sens intégré? Est-ce que je me sens intégré? Ouais, plutôt. Hein. Ouais, écoute, je trouve que ça se passe bien, y compris dans ma vie sociale comme professionnelle d'ailleurs. Les choses se passent bien. Le Darija, non, je vais commencer les cours là parce qu'il serait temps, parce que c'est la prochaine étape à faire et à avoir parce que ça me semble être normal. D'ailleurs, j'ai une solution si tu veux. Ah, ok. Enfin, moi, j'ai commencé les cours en ligne. Ok. C'est un de mes objectifs pour cette année parce que je sais me débrouiller, je vois les basiques, mais j'aimerais bien savoir faire des conversations. Bien sûr. Ok. Voilà. Sinon, non. On se débrouille comme un poisson dans l'eau maintenant, c'est plutôt fluide quoi, c'est plutôt fluide. Mais c'est fluide parce que, pour différentes raisons, c'est fluide parce que il faut accepter d'être flexible. Si on n'est pas flexible, c'est pas fluide du tout dans ce pays, hein. C'est même assez douloureux. Hein. Ah, il y en a qui y arrivent pas. Hein. Ouais. Alors si tu fais pas preuve de flexibilité, c'est difficile, c'est compliqué. Et puis, parce que, enfin comme toi, je pense qu'on a aussi cette volonté de pouvoir s'intégrer dans ce pays avec cette population et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et plutôt que de passer notre temps avec des expats, quoi. Enfin moi, j'ai pas envie de ça. Voilà, de manière très claire. Oui. Alors bien évidemment, c'est des gens que je rencontre, etc. Mais j'ai des amis, etc. Mais c'est pas, ça fait pas partie de ma priorité, quoi. Je suis pas venu ici pour vivre qu'avec des Français, quoi. Enfin, j'ai pas du tout envie de ça d'ailleurs. Hein. J'ai pas envie de ça parce que mes centres d'intérêt sont aussi de passer plus de temps avec ces gens. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis content que tu dises ça parce que je pense la même chose. Ouais. Tu vois, je suis venu au Maroc pour être dans un pays différent. Ouais. Et je préfère passer du temps avec des Marocains qu'avec des Français ou des Belges. Je serais arrivé ici en me disant il n'est pas question que je puisse fonctionner avec cette population ou vivre avec cette population et ne vivre qu'avec des Français. Tu restes en France, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, quand on est passionné par cette diversité, il faut justement s'ouvrir à rencontrer ces gens, quoi. Et c'est des gens passionnants, leur culture est passionnante, on passe des temps qui sont absolument géniaux avec eux. Et voilà, ça fait partie de notre vie, de notre intégration, de la continuité de nos aventures dans ce pays, quoi. Parce que pour certains expatriés de Marrakech ou d'autres villes, il y en a certains qui restent vraiment dans leur milieu, côtoyer que des Français, garder la mentalité française. Oui. Pour moi, c'est un échec d'intégration. C'est leur choix. Alors je ne sais pas si c'est un échec d'intégration, hein, mais c'est leur choix. Maintenant, est-ce que c'est un échec d'intégration? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, c'est des gens qui ne souhaitent pas côtoyer la population. Donc c'est très clair, ils viennent pour d'autres raisons. Hein. Avoir une belle propriété, aller jouer au golf tous les jours, etc. Donc, mais leurs intentions sont différentes, donc pourquoi pas, il faut l'accepter, je pense. Ouais. Il faut l'accepter. C'est vrai que j'ai des jugements là-dessus, mais non, c'est une réalité et ouais, différente. parce que c'est des gens qui sont là aussi pour faire fonctionner d'autres choses, quoi. Commerce de très belles propriétés, commerce de golf, commerce de piscine, commerce alimentaire, etc. Donc ils sont là pour ça. Donc c'est pas. Et puis aussi parce qu'il y a le soleil, c'est pour ces raisons qu'ils sont là, je pense. Mais en tout cas, voilà, le sens pour nous d'être dans ce pays, c'est pas de vivre de cette manière, mais de vivre plus au contact de la population.
Ça, c'est notre souhait. Mais si leur centre d'intérêt, c'est celui-ci, ou c'est cela, en tout cas, ben, voilà. Et peut-être que ça pourrait être un avantage du Maroc aussi, dans le sens où tu peux mener différents types de vie, tu peux garder ton confort c'est clair, d'Européen dans un pays étranger. Complètement, ouais. On peut vivre dans une maison, manger comme en Europe, ça c'est très clair, on peut. Hein. Bon, par contre, il faut avoir un porte-monnaie bien plein parce que l'alimentation, moi j'estime l'alimentation à peu près, si on souhaite manger comme en France par exemple, avec des produits français, on peut estimer une augmentation de 20 à 30% par rapport à des prix français. Ouais. C'est très clair. T'as une idée de combien il faut pour vivre une fourchette, hein? Une fourchette large pour la région de Marrakech? Une fourchette très large. Ouais. Bah, ça va. Tu sais, ça dépend de tellement de choses. Si tu arrives tout seul, si tu arrives seul, je vais te dire que si tu arrives seul à 1500 €, tu vis bien, quoi. Tu vis bien. Ouais. Tu payes ton loyer. Tu vas pas à Carrefour tous les jours, mais tu t'alimentes au village et c'est tellement mieux. Plutôt que d'aller au hammam au centre-ville, tu vas au village. Voilà, donc là, tu vis très bien avec 1500 €. Hein. Même moins. Ouais, même moins, ouais. Oui, à partir de combien? Je sais pas à peu près combien. Bah, comme tu dis, ça dépend de plein de paramètres. Bah, déjà, le prix du loyer. Mais ouais, tu vois, si tu as un loyer dans un village, tu peux avoir un loyer à 200-250 €, je pense, non? Et avoir déjà une maison tout à fait convenable à 250 €. Ma première maison, je l'ai eu à 70 €. Ouais, bah tu vois. Ouais, bah, la fourchette la plus basse, on va dire 700 €, quoi. Ouais. 700 € par mois, avec le loyer. 700 €, maintenant la fourchette la plus haute, bah tu t'arrêtes pas, quoi. Il n'y a pas de fourchette plus haute. Ouais. Parce que ça va dépendre de tellement de choses, quoi. Du coup, effectivement, encore une fois, du coût de ton loyer, si tu vas sur un site, si tu vas dans une sur un très beau site, de la manière dont tu vas t'alimenter. Est-ce que tu as une voiture ou pas de voiture? Ouais, exactement. Ouais. Mais avec un loyer de 500 € par mois, par exemple, 500 €, frais de vie normaux, alimentation, voiture, etc., assurance, c'est entre 1200 et 1500 € par mois. Ce qu'il y a, c'est que pour un salaire équivalent, tu vas avoir un cadre de vie et un niveau de vie supérieur. Bah, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'avantages. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Enfin, tout est différent, quoi. Tout est différent. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner pour la personne qui veut venir au Maroc, s'installer, créer des projets ici? C'est quoi le truc important? Que ça puisse être organisé. On n'arrive pas ici avec son sac à dos et rien. C'est de la connerie. C'est de la connerie. Ouais. Il faut préparer. C'est de la connerie, il faut préparer. Très franchement. Il faut préparer parce que... d'une part, un projet, pour moi, on ne prend pas ses valises. On ne décide pas un jour de partir, de prendre ses valises, de tout larguer et d'arriver. J'y crois pas. J'y crois pas. Ça s'organise. Ça s'organise et comme dans tous les pays très certainement, je dirais même qu'ici encore plus. Ici encore plus parce que, vous savez, tu sais, et moi quand je suis arrivé, j'étais vraiment mécontent qu'il puisse me dire ça et je crois même que je lui ai dit mais vous êtes un sale con. Et c'est drôle parce que maintenant on en rit tous les deux, mais il avait tellement raison de me dire ça. Je vais chez le banquier pour ouvrir compte société, compte transitoire et compte personnel. Et le banquier me dit mais monsieur, je comprends pas du tout pourquoi vous venez au Maroc parce qu'on n'a pas besoin de coach. Et en soi il a raison, il y a des compétences, il y a des vraies compétences dans ce pays. Hein. Et j'étais pas très content qu'il me dise ça, puis je me suis dit ouais, vous avez raison, mais je vais quand même me positionner de manière différente sur ce pays. Et heureusement que j'avais préparé avant l'arrivée, que j'avais réfléchi à ce qui allait se passer, comment j'allais le faire, etc. Ce qui allait être aussi très nouveau sur ce pays parce que c'était pas fait. Ouais. Et heureusement que j'ai eu tout ce cheminement-là avant que j'arrive, parce que si je l'avais pas eu, qu'est-ce qu'un coach français allait venir à Marrakech pour s'installer et pour gagner sa vie? Et il avait tellement raison, le gars.
Alors on en rit maintenant, hein, parce que je lui ressors très souvent, mais il avait raison, et heureusement que c'était préparé, parce que sinon, bah ouais, effectivement, un coach au Maroc, on s'en fout, quoi. Coach français au Maroc, il y en a tellement. Il y en a tellement des coachs. Et ça se prépare, hein. Ça se prépare vraiment. Ouais, ça j'en suis persuadé. Donc préparer ton projet, Ouais. avoir l'idée, Oui. tout qui est déjà structuré. Oui, ouais, il faut que ça soit structuré. Ouais. Il y a une démarche, hein, qui est très claire pour la mise en place d'un projet, hein. Ça existe, hein, et je pense qu'elle est très valable. Ouais. Alors ça, bien évidemment, ça peut être réactualisé à tout moment, hein, selon les conditions, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la mise en place du projet qui arrivent dans ce pays, des autorisations qui n'arrivent pas, des modifications d'autorisation, de statut, etc. Hein. Et ici, c'est un peu OK choral quand même. Hein. Donc, ouais, hein. Donc, mais il faut avoir cette ligne directrice du projet pour s'installer. Ouais. Mais on n'arrive pas ici avec sa baloche et en se disant bah, je vais tout péter ou j'arrive et je fais un projet. Non, moi j'y crois pas. Très franchement, j'y crois pas. Ou alors ça va devenir de la bidouille, quoi. Ça va devenir de la bidouille. Il faut que ça soit organisé. Ouais, très bon conseil. Ouais. C'est ça que je conseille aussi ouais. à mon audience. Ouais. Moi j'ai mis 3 ans. Hein. Alors, c'est pas ce que je vais souhaiter aux gens, bien évidemment, mais comme j'ai repris la fac, etc., ensuite je suis parti bosser à l'étranger, et puis j'ai continué aussi à voyager, mais j'ai mis 3 ans en tout. Hein. Et quand je suis arrivé, bah, effectivement, tout était prêt, quoi. C'était prêt. Il n'y avait plus qu'à bosser. Donc ça doit être organisé. Ouais. Ce qui est valable dans quasi tous les domaines. Ben ouais. Au mieux tu vas préparer, Ouais. au plus tu as des chances de réussir. Ouais. Normalement, ouais. Mais ouais, c'est préparer votre projet. Si c'est pas préparé, ça calonche. Parce qu'il y a trop de... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments perturbateurs ici. Ouais, il faut être solide pour rester dans certaines situations. Ah, pour rester, il faut être solide aussi quelquefois. Ouais, mais c'est parce qu'on aime ce pays, sinon on resterait pas. On resterait pas, bien évidemment. Alors, une question un petit peu plus légère pour terminer, enfin quoique. Tu sais, je suis un grand amoureux de livres, de lecture. Est-ce qu'il y a un livre qui a eu un grand impact sur ta vie et Ouais. tu pourrais nous partager? Ouais, les 5 blessures de l'âme. Élise Bourbeau. Ouais. Pourquoi? Pourquoi j'ai compris beaucoup de choses sur mon fonctionnement. Ça a été fabuleux. Je travaille encore dessus d'ailleurs. Et ouais, c'est un chouette livre que j'aime particulièrement. Et je continue à travailler. Et ça m'aide aussi pour accompagner des gens. Ouais. C'est un bon outil. Ouais. Sinon, un écrivain qui me touche et que j'aime beaucoup, et avec laquelle j'ai eu l'occasion aussi d'échanger, c'est Jolienne. Voilà, un drôle de bonhomme. Donc j'aime beaucoup ce qu'il écrit aussi. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des mentors, des personnes que tu suis qui t'inspirent? Non. Les chevaux. Ouais, tu sais, c'est presque... Enfin, ils sont là, quoi. Ils sont là. Ouais, je les suis. Ouais. Ouais, bien évidemment, ils me guident. Ouais. Tous les matins, d'ailleurs, ils me guident. Hein. Quand je vais pas bien et que j'y vais, je sais que quelquefois, il faut que je rentre chez moi et que je puisse soit me recentrer ou faire une petite méditation parce qu'ils me le disent bien. Donc, ouais, c'est eux mon mentor. Ouais. Ou mes mentors, plutôt, ouais. C'est eux mes mentors, ouais. Et dernière question, tu en as parlé un petit peu. Comment tu vois l'évolution de ton projet dans les futures années? Les grandes étapes? Ouais, alors, donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, là, donc il y a le centre de formation qui se met en place. Donc former des coachs, franchiser le concept, et puis aussi un projet qui me tient à cœur. Alors on a déjà un peu fonctionné comme ça, mais on a arrêté. Mais je souhaite je souhaite avoir une action un peu plus proche des enfants de la rue. Voilà. Donc à travers nos coachings ou des enfants abandonnés. Et pour tout coaching qui se fera, en tout cas, il y aura une somme d'argent qui sera très certainement donnée pour un orphelin. Voilà. Génial. Donc ça, c'est un intérêt certain. Voilà, parce que ces enfants me touchent. J'ai eu l'occasion de bosser avec eux pendant une année. Et ouais, c'est des chouettes gosses. Et Dieu sait s'il y en a dans ce pays, il y en a beaucoup.
Donc ça, c'est aussi un sens important à donner à cette aventure. Ça va donner encore plus de sens. Au-delà d'accompagner des gens, d'une part, ça donne du sens pour moi, mais ça donne aussi du sens pour les gens qui sont accompagnés. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que dans leur coaching, il y a, alors pas une partie très importante, mais en tout cas, il y a une petite partie qui part pour un gosse qui a rien, quoi. Voilà, un gosse qui est abandonné. Donc ça, c'est des choses qu'on va remettre en place. Voilà. Bravo pour ça. Ouais. Ouais, c'est important pour moi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Par téléphone, par email. Voilà, je vais mettre le site internet aussi dans la description. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, super. Avec grand plaisir. Ok. Super. Le mot de la fin, est-ce que tu veux terminer par quelque chose? Quelle aventure. C'est une vraie aventure. Ah ouais, c'est une vraie aventure. Ouais. Mais c'est des belles aventures. Hein. C'est des belles aventures. Elles sont. On n'arrive pas ici par hasard. Hein. Je crois pas. On n'arrive pas ici par hasard. Ouais, c'est un pays assez incroyable. C'est un pays dans lequel on est bien. On est bien. Et puis, voilà, c'est une belle aventure en tout cas. C'est une belle aventure de vie, je trouve. C'est une belle aventure de vie. On se sent vivant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais, en tout cas, revenir dans nos pays respectifs. C'est compliqué. S'il le fallait, en tout cas, ça serait, je crois, difficile. Vraiment, ça serait difficile. Ah, moi, je me verrais pas vivre autre part. Ouais. Pour l'instant. Ouais, j'imagine. Et moi non plus, même si effectivement nos proches, nos familles, nos amis nous appellent un peu plus de temps en temps, donc il va falloir qu'on le fasse aussi. Mais c'est un pays dans lequel on est bien. Et puis alors lui, il est tellement important que c'est la base, quoi. C'est la base. Ça, c'est une ressource absolument considérable. Voilà. Et puis parce que c'est un pays qui est riche, quoi. Il est riche de tellement de choses. Ces gens sont riches, ces paysages sont riches. Enfin, tout est riche. Nos yeux s'ennuient jamais. En France, mes yeux s'ennuyaient. Ouais, tout est carré. Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti aussi de la France, parce que mes yeux s'ennuyaient. J'avais pas assez d'informations qui arrivaient. J'aime cette expression. Non, mais c'est vrai. Mes yeux s'ennuyaient et quand je rentre d'ailleurs, j'ai l'impression que mes yeux s'arrêtent ici parce qu'ensuite je vois plus au-dessus, soit par le brouillard ou d'autres choses, les nuages, et je vois plus au-dessus. Et j'ai une vision qui est très basse en France, alors que là, là on s'arrête jamais, quoi. On s'arrête jamais. Et ouais, c'est ça. Mes yeux s'ennuyaient vraiment beaucoup en France. Et ici, ils s'ennuient jamais parce qu'il y a des informations qui arrivent tout le temps. Et il se passe toujours des choses. Ouais. Voilà. Non, mais il faut la tenter l'aventure. Bien évidemment, il faut la tenter. Organiser, et il faut la tenter. Ouais, bien sûr. Ouais, il faut le faire. Bah, merci pour ton temps, merci pour cet échange et c'est moi qui te remercie. Tous les conseils que tu as partagés. C'est moi qui te remercie. Et allez visiter le site de Christophe si vous voulez plus d'infos. Avec grand plaisir. Et bienvenue à Marrakech, au Maroc. Avec grand plaisir. Merci Stéphane. Merci. Juste, on est en train de filmer là.